C'est grand, une maison qui va enjaillir tes oreilles et ton esprit. Radio Campus 93.3. Mercredi sur 2, de 21h à 22h. Chers auditeurs, chères auditrices, Aou Bismillah, bienvenue au Grain comme tous les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois sur Radio Campus 93.3. Ce soir, nous avons donc l'honneur de recevoir Oumar Touré, docteur en génie physique, originaire de Tombouctou, président de l'association des Maliens d'Auvergne. Et nous sommes accompagnés, très bien accompagnés comme chaque fois autour de la table, de Raymond Kodjo, Pierre Mandon, Maxime, que vous connaissez déjà si vous avez écouté. Et si vous ne l'avez pas écouté, il faudra la réécouter, l'émission sur Thomas Sankara. Donc là, nous allons bavarder ce soir un petit peu d'un moment de l'histoire trop peu connu à notre goût. Est-ce que vous savez qu'au cœur de l'Afrique subsaharienne, des 15e et 16e siècles, des étudiants et des enseignants accouraient de toutes parts, d'Andalousie, d'Égypte, du Maroc, de l'Empire du Ghana, pour venir se former à Tombouctou, au lieu alors de la connaissance et de la spiritualité. Carrefour culturel, commercial et religieux, Tombouctou, la mystérieuse, a connu durant ces siècles un véritable bouillonnement intellectuel. Alors, qui a dit que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire ? Sûrement pas nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors, Oumar, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vraiment, je suis très content que tu aies accepté cette invitation. C'est tout l'honneur est pour moi. Bon. Merci pour ton invitation. Merci beaucoup. Alors, est-ce que, Oumar, déjà, tu peux commencer peut-être par te présenter toi-même et commencer déjà à introduire le sujet, à savoir commencer à nous parler, peut-être situer Tombouctou, si tu es peut-être déjà même avant le Mali, et nous faire un petit point historique de la situation. Merci. Tout d'abord, je me présente, je suis Oumar Touré, je suis chercheur à l'université Blaise Pascal, donc je suis à Clermont depuis 2007. Là, je suis aussi le président de l'association des Maliens d'Auvergne, qui est une jeune association qui a été fondée en 2010, qui vise justement à promouvoir la culture malienne, à l'intégration des jeunes étudiants maliens, eux des non-étudiants, dans la culture auvergnate. Donc c'est vraiment un réel plaisir et tout un honneur de parler à nouveau du thème que nous avions abordé pendant notre journée culturelle justement, qui a eu lieu à la Maison du Peuple. C'était quand déjà? C'était le 28 avril. 28 avril, c'est ça qui un samedi. Qui a fait que du coup j'y étais, justement c'était très... Tu avais fait une brillante intervention et du coup c'est pour ça que j'ai pensé à t'inviter ce soir pour parler de Tombouctou. Donc ce serait avec un réel plaisir que nous allons réaborder ce sujet. Donc pourquoi parler de Tombouctou finalement? Tombouctou, comme on le dit en anglais, c'est l'anecdote que j'aime bien toujours dire. I'm going to Timbuktu. C'est une expression très courante en anglais qui veut dire je vais aller à l'autre bout du monde. Ouais. Parce que dans la conception que les Occidentaux avaient de la ville, Tombouctou c'est l'autre bout du monde. Eux, c'est une ville mystérieuse que tout le monde voulait aller voir. Ça a été l'objet des explorateurs comme René Caillé qui ont séjourné pendant un bon moment parce que c'est une ville où on a un réel patrimoine. Eux, on ne cesse jamais d'apprendre finalement. Donc cette ville-là, elle est située au cœur du Mali. Le Mali qui est un pays de l'Afrique occidentale sur 1 241 000 km². Tombouctou est trois fois la France. 3 fois la France, oui. Donc, Tombouctou est situé au nord du Mali. Malheureusement, il a été très connu dans l'actualité pour des événements qui sont peu flatteurs pour le patrimoine culturel. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que Tombouctou, ça a été un carrefour de civilisation. Parmi lesquels, quand on regarde dans cette 6e région administrative du Mali, il y a eu tous les grands anciens empires du Mali, à savoir l'empire du Ghana, qu'on appelait aussi l'empire de Ouagadougou, l'empire de Ouagadougou, oui, l'empire du Mali, et l'empire Songhai. Et chronologiquement, là tu les as cités dans l'ordre chronologique.
Oui. C'est-à-dire que, il me semble que l'Empire du Ghana, c'était les L'Empire du trois. Ghana, c'était le premier empire. Ouais, Après, il y a eu l'Empire du Ghana, du Mali, Ouais. puis l'Empire Songhai. Donc, au cœur de chacun de ces empires, finalement, Tombouctou, c'était le point de rencontre entre l'Afrique noire, Ouais. l'Afrique et le Maghreb, et le reste du monde, du coup. d'accord. Donc tu veux dire que Tombouctou, c'est pas forcément seulement, n'était pas forcément Tombouctou finalement que à partir de l'Empire du Mali. Même l'Empire du Ghana, Tombouctou était oui, déjà Tombouctou. Tombouctou était déjà Tombouctou D'accord, pendant ok. l'Empire du Ghana. Ok. Bien avant, parce que pour la petite anecdote, Tombouctou, ça veut dire Timbuktu, Mhm. le puits de Bouctou. Ça a été fondé par les Touaregs selon une version. Ouais, Donc, le Bouctou, c'était une vieille femme. ouais, Quand ils étaient en déplacement, la vieille femme s'est arrêtée à côté d'un puits. ouais. Et on a appelé le lieu Timbuktu, le puits de Bouctou. Ah, d'accord. Donc, les gens venaient dans cette ville-là à cause de ça. Si on revient par rapport aux faits historiques, Ouais. finalement, Tombouctou, il a été à la fois dans l'empire du Ghana, je disais, qui était autour de l'an 1000, l'empire du Mali vers 1300, et puis l'empire Songhai vers 1500, D'accord. pour vous donner une ordre d'idée sur les dates. C'est, tu me dis si je me trompe, c'est Soundiata Keita du coup qui a fait tomber l'Empire du Ghana ou non? Il y a eu entre l'Empire du Ghana et l'Empire du Mali, l'événement de l'Empire du Mali. Il y a eu pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Ouais, Ouais. entre les deux. Tombouctou, finalement, si on reste dans le contexte par rapport à la culture, Ouais. la richesse, c'est le deuxième empereur du Mali, Kankou Moussa, Ouais. qui a été converti à l'islam Ouais. et qui a du coup, quand il a fait son pèlerinage à la Mecque, a voulu construire une mosquée telle que celle qu'il y avait à la Mecque dans Tombouctou, D'accord. avec les moyens de bord. Donc à l'époque, il n'y avait pas le ciment, il n'y avait rien d'autre, il y avait du banco en grande quantité. C'est D'accord. pour ça que sur les photos de Tombouctou, on voit très souvent des mosquées en banco, Ouais. et pratiquement toutes les maisons qui sont construites avec ce matériau-là. Banco du coup c'est quoi? Banco, c'est un petit peu comme l'argile. Ouais. C'est pas du sable, mais c'est l'argile, un mélange indirect de l'argile et du sable qu'il y a sur place. Donc du coup ça veut dire Donc que c'est de la terre cuite ouais. qui a permis de construire ces mosquées-là. Donc ça veut dire il faut chaque année du coup la consolider. Voilà, la consolider, la rendre telle qu'elle était avant. D'accord. C'est toute la recherche culturelle qu'il y a sur cet endroit-là. C'est D'accord. pour ça qu'il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. La mosquée de Tombouctou. La mosquée de Tombouctou et puis pratiquement la plupart des patrimoines culturels de Tombouctou. D'accord. Ok. D'accord. Donc la mosquée de Tombouctou, pour la petite anecdote, il y a la mosquée Sankoré, Ouais. il y a la mosquée Djingare Ber. Ouais. Djingare, ça veut dire en Soraï prier. D'accord. Donc Djingare Ber, c'est le lieu de prière. D'accord. Ok. Et tu parles de Songhai, la langue Songhai. Songhai, c'est quoi? Songhai, c'est une ethnie du Mali. Du Mali. Toi-même, Touré. Moi, je suis Touré, Songhai, Touré, Songhai. originaire de Tombouctou. Mon père est né à Tombouctou. Ah, ok. Moi, je suis né à Bamako, par contre. D'accord. Mais les Tourés, oui. c'est essentiellement les Tourés sont essentiellement des Songhai. Essentiellement au nord du Mali, on est surtout les Songhai. D'accord. Après, il y a plein d'ethnies au Mali, donc avec la mondialisation et tout, et puis à l'intérieur, il y a les flux migratoires, il y a pratiquement toutes les ethnies du Mali à Tombouctou. Justement, c'est ça qui fait la richesse du Mali, où vous allez trouver des Traoré qui sont Songhai, qui parlent très bien Songhai. Vous allez trouver des Diarra, des Keita qui parlent aussi bien Songhai que les Songhai qui sont sur place. De la même manière à Bamako, les Songhai parlent très bien Bambara. Ouais, tout à fait. C'est la richesse du Mali. Au Mali, il y a beaucoup d'ethnies, comme tu le sais bien. D'accord. Tu as séjourné là-bas. Ouais. Puis, chaque ethnie a sa langue. Ouais, d'accord. Ok. Mais je pense que pour une mise en situation, on est pas mal. On va se faire une petite pause musicale, 3 minutes, avec un son que tu as choisi. Oumar, d'ailleurs, les 3 sons qu'on va écouter, 3-4 sont les sons que tu as choisis, que tu m'as proposé d'écouter avant de venir. Le premier, c'est Alifa Touré. Ouais. Pourquoi ce choix?
parce que ce grand monsieur, justement, est originaire de Niafunké, D'accord. donc de la région de Tombouctou dans la généralité. Ok. Et il a été finalement le porte-parole de la culture malienne partout dans le monde. Malheureusement, il est décédé. Paix à son âme, je trouvais que c'était un bon hommage à ce grand monsieur de commencer par une musique Ok. où il parle justement du Mali. Eh bien, parfait. On écoute Ali Farka Touré avec Alaouya. Et à tout de suite. C'était Ali Farka Touré avec Alaouya. Excusez-moi, chers auditeurs, chères auditrices, on a des petits soucis techniques là, donc on va continuer de toute façon l'émission. J'espère que vous n'avez pas senti tout ça dans votre poste. Alors, tout à l'heure, Oumar, tu nous parlais de Kankou Moussa. Est-ce que tu peux préciser un peu ce qui est ce personnage ? Je pense que les auditeurs peut-être ne se représentent pas cette image-là, mais il y a une image assez connue où on le voit de profil avec une pépite d'or, c'est ça ? C'est ça. Donc en gros, Kankou Moussa est associé souvent avec l'image de l'or. Est-ce que tu peux nous dire un peu deux, trois mots sur ça ? D'accord. Kankou Moussa, c'était l'empereur du Mali qui a régné entre 1312 et 1337. D'accord. Il est très connu finalement pour son pèlerinage historique à la Mecque, où finalement tout au long de son trajet entre Tombouctou et puis la Mecque, il a distribué des lingots d'or sur tout son trajet de Tombouctou jusqu'à la Mecque. D'accord. À l'aller comme au retour. Ok. Et il est réputé pour avoir construit aussi sur tout son trajet, à chaque fois qu'il passait la journée de vendredi dans un village ou dans un quartier, Ouais. construire une mosquée où il fait sa prière. D'accord. Donc pendant son suite à son pèlerinage, à son retour, il a construit une mosquée à Tombouctou, à l'image finalement de la mosquée qu'il a vue à la Mecque, avec l'argile locale, ce que je disais tout à l'heure. Donc sa fortune était estimée à 310 milliards d'euros, pour se faire un ordre d'idée. D'accord. 400 milliards de dollars. Parce que finalement, à l'époque, il n'y avait pas la monnaie, il y avait l'or. Ouais. Dans tous les pays que ce riche monsieur a traversé, finalement, il a bouleversé l'économie. Parce qu'un roi qui se permet de distribuer de l'or, alors que l'or, c'est finalement la denrée la plus précieuse à l'époque, on se dit, c'est qu'il est assis sur une mine d'or. C'est tout ceci, en fait, qui a éveillé la curiosité du néophyte
qui s'est dit, si ce roi peut se permettre de distribuer autant d'or, c'est que chez lui, il doit en avoir au moins 10 fois plus. Ouais. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qu'il a chez lui. D'accord. C'est ce qui a finalement amplifié le mystère de la ville de Tombouctou. De la ville de Tombouctou, d'accord. Mais du coup, alors je pense que je vais peut-être poser même la question à notre docteur en économie, Pierrot. Et comment on peut... Tu nous parles de 330 milliards d'euros, 14e siècle, parce que tu parles de 1312. Comment ça se fait que finalement, on n'est pas, comme on peut voir, donc quand on parle de Rome, on pense au Colisée, quand on pense aux Incas, on pense même en Thaïlande, on voit des temples sublimes. Comment, avec une telle fortune, aujourd'hui, finalement, quand on pense à l'Afrique de l'Ouest, ce sont pas on ne pense pas comme ça des grands vestiges monumentaux. Ouais, t'as raison, Mathieu. En fait, c'est vrai qu'il y a une particularité de l'Afrique de l'Ouest, de cette région et des empires donc successifs, comme l'a dit Oumar, qui ont exercé le pouvoir dans la zone. Donc en fait, il y a un article de recherche qui est sorti il y a pas très longtemps dans la revue multidisciplinaire World Development. Alors malheureusement, l'article est juste en anglais, donc je te passerai le lien pour les auditeurs. Ouais. Et j'essaierai peut-être de trouver un résumé en français. Mais en tout état de cause, ce monsieur, donc, qui s'appelle Ewout Frankema, qui est néerlandais, il a le mérite d'avoir fait une analyse non eurocentrée sur le développement en Afrique, donc notamment en Afrique de l'Ouest, et en Amérique précolombienne. Et il a comparé les deux régions. D'accord. Et en fait, il part d'argument tout simple. Il nous dit que ce qui détermine le contrat social entre l'autorité, l'empereur, le pouvoir central et les sujets, les contribuables, on pourrait dire aujourd'hui. D'un côté, c'est la capacité pour l'État à mobiliser, à faire percevoir l'impôt. Et de l'autre, c'est la capacité des citoyens à échapper ou non à l'impôt. D'accord. Ce qu'on dirait aujourd'hui, on appellerait ça de l'évasion fiscale. Oui. Et la spécificité de la zone, de la région Afrique de l'Ouest, donc durant la période de l'Empire du Ghana, Mali, Songhai, donc c'est qu'il y avait à la fois la présence d'animaux militaires et d'animaux d'élevage, ce qui fait que le pouvoir central avait la capacité une capacité coercitive pour percevoir l'impôt, mais que de l'autre côté, donc le mode de vie était essentiellement pastoral. Donc c'était un mode de vie semi-nomade avec de l'élevage extensif et beaucoup de déplacements de bétail, ce qui fait qu'il y avait de l'évasion fiscale. Alors pas de l'évasion fiscale comme on dirait aujourd'hui, parce que c'était pas une stratégie voulue d'échapper à l'impôt en optimisant ses taux d'imposition à l'étranger. C'était en fait le mode de vie qui était comme ça et qui faisait que c'était très dur de repérer chaque sujet individuellement. Il y avait très dur à repérer, donc très dur de percevoir l'impôt. Donc les dirigeants sont pas plus bêtes qu'ailleurs. Ce qu'ils ont opté, donc c'est que donc Oumar l'a dit, c'est un hub commercial Tombouctou, parce que ça faisait partie, enfin la ville était dans un carrefour dans les routes commerciales transsahariennes qui reliaient donc l'Afrique de l'Ouest avec l'Afrique du Nord et aussi jusqu'à la péninsule arabique avec la Mecque, Médine. Et donc il s'avère que au lieu de taxer chaque sujet individuellement, ça aurait été très coûteux et pas du tout rentable. Et ben en fait du coup les armées s'assuraient de la sécurité des commerçants en contrepartie de rémunération, de prélèvement, de ce genre de choses. Et le fait est que comme le pouvoir central n'a pas non plus une relation distante avec son armée, de crainte des rébellions, alors les dirigeants auraient volontairement sous-investi dans les bâtiments somptueux comme on pourrait trouver. Il y en a en Afrique de l'Ouest, mais il y en a, on va dire, en plus grande densité si on s'intéresse à la Mésoamérique avec les empires Maya et Aztèques, ou alors dans les péninsules, dans les Andes, excusez-moi, si on s'intéresse à l'empire Inca. Donc ils auraient volontairement sous-investi dans les bâtiments représentant symbolique du pouvoir central, de l'autorité du pouvoir central, pour éviter justement un mouvement de rébellion, parce que les rebelles, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne s'attaquent pas directement au pouvoir central, c'est qu'ils reprennent les villes les unes après les autres, et en s'accaparant des symboles qui sont sur place, ils achètent une certaine légitimité. Donc là, volontairement, il n'y avait pas
Donc à Tombouctou, il y a des grands bâtiments somptueux, mais plutôt des bâtiments religieux. Peu de bâtiments civils, pas de forts militaires, pas de tombeaux royaux, ce genre de choses. Donc voilà, c'est ce qui pourrait expliquer cet étrange paradoxe dans la région. Pourquoi on ne trouve pas des bâtiments aussi grands, d'aussi grande densité. Des palais. Des palais, voilà, exactement, des palais. On en parlait tout à l'heure avant l'émission, c'est vrai que là, on parle d'empire du Mali, empire du Ghana, empire Songhai. Quand on pense à empire, nous, on pense à roi, et on pense château de Versailles, on pense château de la Loire, tout ça. Et c'est vrai que quand on va dans ces parties dont on parle ce soir de l'Afrique, finalement, c'est pas des choses qu'on va voir. Alors qu'on a parlé du royaume Bambara, on a parlé de, je ne sais pas, du coup, si tu veux rebondir sur ça, Oumar. Surtout que, bon, là, tu parlais du coup de l'impôt. Et c'est vrai que j'allais, avant même que tu finisses, te dire oui, mais là on parle de contribuables en gros qui échappent à l'impôt, mais quid du roi lui-même, puisqu'il a une fortune de 330 milliards. On pourrait se dire même sans les impôts, il pourrait faire. Mais après, du coup, tu nous apportes l'hypothèse que finalement, c'est pas dans son intérêt non plus. Ah oui, peut-être, parce que il peut y avoir un retour de flamme. Voilà, il peut y avoir un retour de flamme. Donc, c'est vrai que sur la route, comme ça, en plus sur un pèlerinage vers la Mecque, on peut se dire que c'est porteur aussi de baraka, de bénédiction, d'aller comme ça donner de l'or sur la route. On dit vraiment, même en Égypte, apparemment, il a fait écrouler complètement le cours de l'or en Égypte. À cause de ça. Ouais, à cause de sa grande générosité. Ouais. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que dans la culture malienne, qui est finalement une culture un petit peu différente de celle occidentale, l'or est pratiquement conservé par toutes les femmes du Mali. La richesse en or, on le voit quand il y a les mariages, quand il y a les baptêmes, quand il y a les fêtes. Les femmes, surtout dans le nord du Mali, elles se parent en mettant des traits spéciaux où finalement sur toute la tête, tu vas voir qu'il y a des petits médaillons d'or qui sont entassés les uns sur les autres sur leur tête pour faire une jolie tresse, pour faire une jolie parure, des colliers en or, des bracelets en or. C'est un symbole extérieur de richesse intérieure, mais à part ces quelques endroits, à cause de la culture islamique, entre autres, c'est pas courant de finalement montrer sa richesse ou dire je suis assis sur un lingot d'or, certes chez moi. À part ces quelques occasions, on va pas se parer tous les jours d'or, aller partout où on veut avec de l'or. Une question naïve, Oumar. Est-ce qu'il y aurait des vols? Est-ce qu'il y aurait, avec tout cet or? Des vols, vu que tout le monde se connaît dans ces endroits-là, c'est assez rare. Parce que justement, tout le monde respecte. Je veux dire, on sait pratiquement tous où sont cachés les trésors précieux de nos mamans. Mais gare à toi si tu essaies d'y toucher. L'éducation qu'on a reçue ne nous permet pas justement de nous approcher de ces endroits-là. D'accord. Et puis, c'est une anecdote qu'on dit souvent ici, en Afrique, en particulier au Mali. Un enfant qui est dans la rue, c'est pas ton enfant à toi, donc toi qui es le père. C'est l'enfant de tout le monde. Si je vois un enfant que je connais pas en train de faire une bêtise, je l'arrête, je lui dis « Ah non, tu fais pas ça ». S'il se met à continuer à déconner, je l'amène chez ses parents, et c'est ses parents qui me donnent raison devant l'enfant. Parce que, indirectement, je participe à l'éducation de cet enfant. Ce que tu disais, Mathieu, sur l'importance de l'oncle. Oui, de l'oncle, mais là c'est même au-delà, là, finalement, parce que c'est même du voisin et au-delà du voisin. Ce qu'on va faire aussi, on va écouter maintenant Souleymane Bachir Diagne, qui est agrégé de philosophie, professeur à Columbia University, qui va nous expliquer qu'en fait, l'intérêt finalement de parler de Tombouctou, notamment aujourd'hui pour les esprits francophones, est de détruire deux mythes. Et donc on va l'écouter nous parler de ces fameux deux mythes. Un premier mythe qui est celui de civilisation africaine indécrotablement orale. C'est vrai que l'oralité est importante, mais quelle culture n'a pas une dimension orale importante? Je suis sûr qu'ici, dans le Lot et dans la Dordogne, vous pouvez faire le tour des gens et vous faire votre ethnologue amateur et recueillir des contes oraux, etc. Toutes les cultures humaines au monde ont une dimension orale importante. Et par ailleurs, cette dimension orale
coexiste avec des espaces d'écriture. Ça, c'est un premier mythe, et le livre de Jean-Michel arrive à point pour le dissiper auprès des esprits francophones. Deuxième mythe, le mythe selon lequel l'Afrique était une sorte d'espace replié sur soi, coupé du reste du monde et en particulier du Nord par le Sahara. Le Sahara n'a jamais été un mur. Ces voies transsahariennes étaient parcourues de tout temps et sont encore parcourues. Vous savez, les immigrés qui viennent s'échouer en bateau le savent parfaitement. Je connais des jeunes gens partis du Sénégal et qui se sont retrouvés ou en Libye ou au Maroc à travers ces voies transsahariennes. Ils les parcouraient tout le temps. Et ça n'était pas seulement la direction de l'Andalousie. La direction était également, il faut s'en souvenir, tous ces musulmans, le but dans la vie, c'était d'aller en pèlerinage à la Mecque. Pèlerinage à la Mecque, vous partez de Tombouctou, Tchad, vous arrivez au Soudan, Soudan, vous montez légèrement en Égypte, vous traversez la mer Rouge et vous voilà en Arabie. Et ça, pendant des siècles, les gens l'ont fait. Le pèlerinage de Kankan Moussa était le plus connu parce qu'il a transporté tellement d'or avec lui que le cours de l'or a baissé en Égypte lorsqu'il est arrivé en Égypte. Mais un des lieux, un des centres intellectuels avec lesquels Tombouctou, Djenné, Gao, Koki, etc. étaient en relation, c'était également l'Égypte, parce qu'il faut se souvenir qu'en Égypte, il y a cette université créée par les Fatimides au XIe siècle, au IXe siècle, qui est l'université d'Al-Azhar. Et donc, l'une de leurs destinations principales, c'était Al-Azhar. Karaouiyine, en Tunisie actuelle, ou Fès, qui était également un centre intellectuel très, très important. Donc, ces voies transsahariennes, c'était de véritables autoroutes, ça. Voilà. Je ne sais pas si tu veux réagir sur ça, Oumar. On a entendu finalement rappeler des choses qu'on vient d'évoquer. Difficile de faire mieux que ce qu'il vient de faire. Ouais. Mais c'est très intéressant justement d'avoir des avis extérieurs comme ça. Puis surtout si éclairé par voilà. Ouais. Donc du coup là, je suis tout à fait parfaitement d'accord avec ce qu'il vient d'évoquer. Ce qui fait finalement la grande richesse de Tombouctou, c'est ces fameux manuscrits. Donc ce qui conforte sa thèse que la tradition africaine, certes, dans l'Afrique, c'est la voie orale, la transmission privilégiée. Ouais. Parce que le savoir, finalement, il se transmettait de père en fils. Pendant que tu éduques ton enfant, finalement, tu peux lui dire plein de choses. Un enfant, un conseil de son papa, surtout selon les contextes, ça fait partie des choses qui te marquent toute ta vie. Donc les traditions étaient finalement très, très conservées de cette manière-là parce que tu viens, tu t'assois à côté de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, chacun te donne des conseils. Finalement, c'est pas la peine de prendre des notes. Tu le vis au quotidien, tu grandis avec. Avec cette tradition orale, c'est finalement la caste qui détient le plus ce patrimoine, c'est la caste qu'on appelle les griots. On trouve des griots qui chantent en bambara, mais dans n'importe quelle ethnie du Mali, finalement, il y a des griots qui chantent dans la langue de l'ethnie. Ça, c'est un point important qu'on ne connaît pas. Si on regarde aussi, en revenant vers les manuscrits de Tombouctou, je pense qu'on aura encore l'occasion de revenir dessus. On va développer plus tard, oui. C'est un patrimoine familial. C'est un patrimoine de tout le village et finalement de toute la ville. Avant qu'on fasse la collecte des manuscrits, finalement, tu allais trouver dans chaque famille un trésor précieux caché dans les manuscrits. Ces manuscrits étaient conservés, on ne les héritait pas. Tu n'héritais pas les manuscrits de ta famille. C'était dans le patrimoine de la famille. C'est pas quand tu hérites de ton père, tu hérites peut-être de sa maison, de ses biens, mais parmi les biens dont on n'héritait pas, il y avait les manuscrits. Parce que le manuscrit, il était pour tout le monde. D'accord. Les savoirs qui sont consignés dedans sont censés aider toute la société à évoluer. On reviendra sur ce sujet. On reviendra surtout que, encore une fois, on réécoutera sur lui-même Bachar Diane, qui justement nous expliquera que le but non plus n'est pas de muséifier ces manuscrits, mais bien de rendre audible, accessible au plus grand nombre ce qui est contenu dans ces manuscrits, bien sûr. Oui. Pour le scientifique que je suis, je me dis, malheureusement pour nous avons tous appris en français, ces manuscrits sont essentiellement écrits dans la langue arabe.
Et c'est même quoi? C'est Ajmi? Comment c'est quoi la langue? C'est pas un dialecte particulier même? Il y en a 2 ou 3 différentes. Il y a le soudanais. Ouais. Après, il y a la langue que les Marocains adoptaient. Je ne me rappelle plus du nom exact de la langue. Mais c'est 3 variantes différentes de l'arabe. D'accord. Finalement, c'est de l'arabe. C'est pas de l'arabe littéraire classique, mais c'est des dialectes. Ce qui complique encore plus les choses. De l'arabe. Ouais. Mais la science qu'il y a derrière, finalement, la science, elle est universelle. Si je vois un schéma, que ce soit en français, en arabe, en allemand ou en anglais, en tant que scientifique, j'arrive à comprendre quand même le cœur du message. Ouais. C'est ça la force de ces manuscrits-là. Ok. Moi, ce que je te propose, Oumar, c'est qu'on écoute un autre son avec lequel tu es venu, qui est Baba Salah. Et après, on aura l'occasion, avec la chronique de notre néophyte Maxime, avec l'intervention de Souleymane Bachirdiane, la deuxième intervention, de développer sur les manuscrits. Tout de suite, Baba Salah avec le titre Woura. Woura. Y'a pas que la misère chez nous, y'a pas que les gars en Afrique, y'a pas que la misère chez nous, y'a pas que les gars en Afrique. On chante, on danse et on bouge au nord du Mali. On chante, on danse, on bouge et oura ton katuru, gurumaru mari, kaniri ganjigorei. Et oura ton katuru, gurumaru mari, kaniri ganjigorei. Baba Salah avec Woura. Baba Salah qui nous vient d'où, Oumar? Il vient de Tombouctou aussi. Il vient de Tombouctou. Ok. Bon, eh merci beaucoup. Il chante en son rail. Il chante en son rail. D'accord. Bon, comme chaque émission, enfin c'est ce qu'on va entamer en tout cas, on a proposé donc à Maxime de regarder un documentaire donc qu'on retrouve sur Vimeo. Exactement, oui. Qui s'intitule Les manuscrits sauvés du sable à Tombouctou. Les manuscrits sauvés des sables. Donc on mettra le lien sur Facebook de l'émission. Donc du coup, Maxime, avant même que je te propose de regarder ce documentaire, tu n'étais pas, donc c'est le principe même de l'œil du néophyte, tu n'étais pas vraiment trop courant de cette histoire. La partie culturelle, la partie culturelle de Tombouctou. De la richesse de. Tu étais au courant comme tout le monde de ce qui se passe malheureusement depuis quelques années à Tombouctou, mais tout ce dont on parle depuis l'émission, tu n'étais pas trop au courant. C'est vrai. Donc tu nous as préparé un petit papier. Donc je vais te laisser. Merci Mathieu. Nous raconter tout ça. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté de regarder ce documentaire en fait? Très bien. Alors ce soir, pour la deuxième fois au grain, j'aimerais apporter le point de vue d'un néophyte, le point de vue d'un non-spécialiste, comme peut-être vous pouvez l'être derrière votre radio. Pour cette émission consacrée à une approche plus culturelle de Tombouctou, j'ai regardé le documentaire que vous pouvez retrouver sur Vimeo, Tombouctou, les manuscrits sauvés des sables. Tout d'abord, j'ai découvert et été surpris par la richesse culturelle de cette ville de seulement 30 000 habitants en 2008. Ancien lieu de convergence commerciale, elle a longtemps été interdite aux Européens car non-croyants. Comme disait Oumar, cette partie auréolée de mystère, je pense que ça en fait partie. Située au port du Sahara, au nord du Mali, Tombouctou est le vestige d'une brillante civilisation. Grande cité caravanière transsaharienne, lettrée et prospère, dont la splendeur a cependant pâli. La mosquée Djingareber de Tombouctou, datant du XIVe siècle, foyer du savoir de la région,
autrefois au niveau même du continent, renferment de véritables trésors. Là, les plus grands érudits musulmans ont étudié le Coran et ont consigné par écrit leurs recherches. Ces trésors sont ces manuscrits datant de plusieurs siècles, voire presque 1000 ans. Ces manuscrits nous proviennent de la période impériale ouest-africaine, dont beaucoup sont détenus par de nombreuses familles. Les plus anciens remontent au XIIe siècle, et les thèmes de ces manuscrits sont bien sûr spirituels, avec l'islam, mais couvrent aussi toutes les sciences, les lois, et témoignent de l'importante histoire africaine et musulmane. Le documentaire suit le parcours d'un érudit, Abdelkader Haïdara, en charge de retrouver le plus possible de manuscrits, conservés par les différentes familles. Pour ces familles, cette transmission a une très grande valeur. Cette ville, en danger, lutte de manière intense pour conserver les manuscrits du temps, de l'humidité, des termites et du sable. Il reste cependant un espoir, et les organisations comme l'UNESCO, ainsi que, comme j'ai été surpris de l'apprendre, des mécènes et le gouvernement sud-africain et l'ambassade des États-Unis, aident Tombouctou dans sa conservation de ce riche patrimoine. La technologie, via la numérisation, permet de garder une trace de ces documents. Il existe de nombreuses bibliothèques privées, renfermant la culture écrite et spirituelle d'Afrique, véhiculée très tôt par l'islam. L'Institut des hautes études et de recherche islamique, Ahmed Baba, recueille certains de ces manuscrits pour les restaurer, les numériser et les cataloguer pour le monde entier. Si déjà des milliers de manuscrits ont été collectés, des centaines de milliers restent encore disséminés dans la région, ce qui donne une idée de la lourdeur de la tâche. Depuis ce documentaire de 2008, le 28 juin 2012, l'UNESCO a classé la ville au patrimoine mondial en péril après sa prise par des islamiques radicaux. Je retiens de cette vidéo un terrible sentiment d'urgence, de réel danger, une course contre le temps pour la conservation de ces précieux manuscrits et plus largement de cette ville isolée et engloutie par le Sahara qui avance inexorablement à hauteur de 10 mètres par an. En conclusion, je ne peux que vous conseiller de voir ce documentaire ainsi que le documentaire sur la grande mosquée de la ville de Djenné, magnifique perle architecturale, un trésor culturel parmi tant d'autres au Mali. Ok, merci beaucoup Maxime. Je pense que tu as abordé beaucoup de points qu'on va développer par la suite. Ce que je te propose, comme tu dis que tu avais été étonné oui, d'apprendre que le gouvernement sud-africain était derrière aussi, était mécène et acteur actif de la restauration des manuscrits. Je vous propose du coup d'écouter de nouveau donc Souleymane Bachir Diagne essayer de nous détailler ça un petit peu plus. Concernant l'intervention de l'Afrique du Sud, je voudrais raconter comment ça s'est passé. Le président Thabo Mbeki d'Afrique du Sud est allé au Mali en visite officielle et quand il a visité Tombouctou, quand il a découvert les manuscrits, les trésors, l'or de Tombouctou qui étaient ces manuscrits, il en est tombé amoureux, comme beaucoup d'intellectuels africains, quand ils ont découvert ce patrimoine très important de l'Afrique. Et alors, le président Thabo Mbeki a décidé de soutenir le projet et de l'inscrire auprès de l'Union africaine comme étant le projet culturel le plus important d'un plan qui s'appelle le NEPAD. Le plan NEPAD, c'est un plan de développement de l'Afrique auquel ont souscrit tous les présidents africains et en principe, l'Union africaine est pilotée économiquement, si vous voulez, par ce plan NEPAD. Thabo Mbeki a dit le NEPAD avait jusqu'ici besoin d'un projet culturel fort. Voici quel sera le projet culturel fort. C'est ça l'origine de ce bâtiment qui a été construit. Mais il y a un plan là derrière, un plan de conservation. L'Afrique du Sud, sous Thabo Mbeki, avait décidé d'un plan de formation des conservateurs maliens, de les aider avec toute la chimie de la conservation qui se trouve en Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud a en la matière une tradition et donc une solidité infrastructurelle, etc. Et mieux, le président Thabo Mbeki a dit ce ne sera pas l'affaire des États. Les États n'ont pas d'argent. Les États n'ont pas d'argent à distribuer comme cela à des projets de cette nature. Il a dit je vais faire une levée de fonds auprès des entreprises sud-africaines. Toutes ces entreprises qui ont des dividendes énormes avec le diamant, etc., si je leur demande de distraire une partie de leur profit pour une œuvre de cette nature, et ça avait
parfaitement bien commencé. Thabo Mbeki ensuite est parti. Mais l'aspect intellectuel du projet a été confié à l'université du Cap. Et à l'université du Cap, vous avez encore un certain nombre d'intellectuels qui sont tout à fait branchés sur ce projet-là. L'un d'eux, le maître d'œuvre, est un universitaire sud-africain qui s'appelle Shamil Djepi. Shamil Djepi et moi avons organisé dans les années 90, je ne me souviens plus de la date, non 2000, une conférence à l'université du Cap où tous ces conservateurs de bibliothèques familiales, les Mama Aïdara, etc., étaient venus. Ils ont participé à la conférence. D'ailleurs, les actes de la conférence donnent leur point de vue et leur description de leur propre bibliothèque familiale. Et ça, c'était un aspect important du projet sud-africain. Il faut donc, quand on parle de conservation, se rendre compte qu'il y a un projet interne à l'Afrique. C'est important parce que dire que le NEPAD est une affaire africaine, que les Africains ont conscience de la signification de ce patrimoine et qu'ils sont les premiers à mettre la main à la pâte et à la poche avec, évidemment, le leadership de l'Afrique du Sud, ça n'est pas rien, c'est important. Les choses qui se mettront en place quand le gouvernement malien sera à nouveau légitime, en charge de son territoire, ces choses-là devront s'aligner derrière le projet sud-africain, qui est un projet de l'Union africaine, et c'est important de le dire. Évidemment, la France, par son histoire, et francophonie oblige à obligation morale, dirais-je, de venir en appoint, mais ce sera un appoint. Il y a aujourd'hui, à l'intérieur de l'Afrique, de l'Union africaine, un sentiment d'appropriation de ce patrimoine et cela s'est traduit de manière très concrète. L'Afrique du Sud a commencé par construire ce bâtiment-là. Il y avait également un programme de formation des conservateurs à toute la chimie de la conservation. Tout cela a été suspendu par l'état dans lequel le Mali se trouve aujourd'hui. Il est important de le dire parce qu'il est important de voir aussi que l'Université du Cap a un programme de traduction de ces manuscrits. Parce que ces manuscrits, on doit arrêter d'en faire quelque chose dont on parle. Il faut les laisser parler. Un manuscrit, ce n'est pas comme un autre objet de musée, quelque chose que l'on regarde sous une vitrine. C'est quelque chose qui a été écrit par des êtres humains qui ont voulu communiquer et qui ont voulu communiquer l'état du savoir humain à un moment donné. Merci beaucoup. Enfin, je lui dis merci parce que vraiment ces interventions sont courtes et vraiment à chaque fois porteuses de plein d'informations. En fait, ce sont des extraits d'une conférence que vous pouvez trouver facilement sur YouTube qui s'appelle L'or de Tombouctou et dans ses manuscrits, il me semble, je crois que c'est ça. Enfin, de toute façon, je mettrai le lien là aussi sur Facebook. Donc on parlait de manuscrits, tu en as parlé. Donc tu disais, Maxime, que ces manuscrits, on va parler dedans d'islam, de science, de loi, d'histoire, de droit, d'histoire. J'ai même entendu qu'on pouvait même parler de comment être un bon souverain. Un bon souverain, mais aussi un bon mari au lit aussi. C'est vrai ? Oui, apparemment. Il y a des. Ça parle de tous les aspects de la vie. De la vie quotidienne. De la vie quotidienne. Ouais, tout à fait. Il y a des récits d'astronomie, de mathématiques, de physique, de géographie, de géologie, un peu de tout. Et puis beaucoup de sciences islamiques, religieuses. Et puis un peu de savoir-faire, le savoir-vivre finalement. Du coup, et le savoir-faire en la matière est important aussi. Du coup, excuse-moi Omar, mais moi ça me fait curieusement penser un peu à la logique des encyclopédistes au XVIIIe siècle en France, mais beaucoup plus tard en fait. Donc du coup, c'était la volonté dans tous ces manuscrits de réunir un savoir universel. Ce sont des encyclopédies. En français, c'est le terme. En français, c'est le terme. Ce sont des encyclopédies, sauf que ce sont des encyclopédies sur papier libre. Une encyclopédie, pour la faire parler, il faut réunir les papiers. Et comme ce sont des encyclopédies sur papier libre, il y a un point important qu'il faut surtout garder à l'esprit, ces papiers libres datent du XIIIe, XIVe siècle. Ouais. Dans le climat en Afrique, le climat est relativement sec. Ouais. C'est un peu... Ça aide à la conservation du manuscrit parce que la température est assez stable. Par contre, il y a les termites, il y a pas mal de petits insectes qui viennent justement essayer de manger le papier. Et le papier lui-même était déjà aussi rare. Voilà, le papier était aussi rare. Ouais. Et puis l'encre pour écrire, je te laisse imaginer à cette époque-là. Donc le savoir qui a été consigné, le but de celui qui l'a écrit, c'est forcément de partager ce savoir.
il l'a écrit dans la langue qu'il maîtrisait à l'époque. Oui. Donc, le projet sud-africain qui va être suivi par l'État malien, ses partenaires, récemment, les États-Unis, je l'ai entendu hier ou avant-hier au journal télé malien, ils ont proposé une aide de quelques milliards de francs CFA pour aider justement à la restauration de ces manuscrits-là, maintenant que la crise est pas encore derrière nous, mais un peu plus amoindrie par rapport à ce qu'on a connu en 2013-2014. Donc, ce savoir-là, il est important. Il est d'abord un patrimoine familial parce que finalement, c'est quoi? C'est la responsabilité collective. Pour responsabiliser tout le monde, sans responsabiliser quelqu'un directement, c'est impossible. Tout le monde est responsabilisé à travers sa famille. Or, si tu gâches le patrimoine de ta famille, finalement, tu n'as plus de repères. Donc, comme chaque famille est déjà enracinée dans la société, dans le village, toutes les familles se connaissent, tous les habitants se connaissent. Si toi tu fais ton boulot, tu t'occupes bien de ton manuscrit, moi je fais de la même chose, on a nos bibliothèques qui sont intactes, ça fait que la bibliothèque de tout le village est intacte. Ça fait que la bibliothèque de tout le pays est intacte. Ouais. C'est ça l'avantage. C'est l'intérêt finalement des bibliothèques comme la bibliothèque Ahmed Baba ou la bibliothèque commémorative Mama Aidara, où on a essayé finalement d'expliquer aux gens. C'est difficile de dire à quelqu'un, tu as ton patrimoine chez toi, tu le gardes jalousement chez toi parce qu'on t'a délégué ce pouvoir, on t'a demandé de veiller sur ces manuscrits. On te dit, finalement, nous on va prendre le relais, on va retirer ces manuscrits de chez toi, on va l'amener dans une bibliothèque. Il y a un grand travail de communication à faire pour pouvoir convaincre ces gens-là, parce que c'est un patrimoine, comme c'est des gens qui sont issus du même milieu. Le jeune homme qui a fait le plus grand boulot avec son papa, c'est un Aïdara, dans la commémorative Mama Aïdara, justement, pendant la journée du Mali, j'avais fait une petite projection dessus, où on voit le travail de restauration. Il est allé aux 4 coins du monde, il est venu en Europe, il est allé aux États-Unis, il est allé dans pratiquement tous les pays, dans tous les grands musées. À chaque fois qu'il voit un fragment, finalement, des manuscrits de Tombouctou, il essaie de le récupérer, de le ramener, essayer de reconstituer ces manuscrits-là pour reconstituer ce que tu appelais l'encyclopédie. L'encyclopédie, c'est pas une encyclopédie comme on la connaît actuellement en France ou autre, c'est une encyclopédie faite de papier libre à collectionner et à mettre dans le bon ordre. Celui qui ne connaît pas, il ne peut pas les classer. Donc, celui qui connaît bien, c'est celui-là qui peut se permettre de chercher à classer ces documents et faire en sorte que ces documents parlent d'eux-mêmes. Comme l'a dit le grand philosophe Souleymane Bachir Diagne, que je ne connaissais pas, que je découvre pendant ton émission, mais qui ne fait que conforter la vérité qu'il y a sur Tombouctou. Mais tu sais, tu parlais du coup, tu faisais le lien avec les encyclopédistes. Quand on a entendu Souleymane Bachir Diagne qui dit Jean-Michel, Jean-Michel, c'est Jean-Michel Dian, qui a sorti un bouquin en 2012, il me semble, qui s'appelle Les Secrets de Tombouctou, justement. Alors lui, il est producteur à France Culture, il travaille pour Le Monde, et donc du coup, pourquoi je dis ça d'ailleurs? Enfin bon, parce que là où je voulais en venir, en fait, c'est voilà, ce Jean-Michel Dian dans la conférence dont je vous parlais tout à l'heure, il dit, il cite un extrait d'un manuscrit qui avait été traduit, et en gros, il dit voilà, c'est 2 siècles avant, c'est Le Prince de Machiavel. Tu vois, c'est que quand Maxime disait tout à l'heure, on parle aussi de comment être un bon souverain. C'est vraiment incroyable de voir à quel point. Enfin, les gens ne s'imaginent pas en fait. Oui, tout à fait. On ne se rend pas du tout compte de ce qu'il peut y avoir dans ces manuscrits. Des enjeux essentiels pour la restauration. Et quel était le type de gouvernement en place. Y a beaucoup de choses à dire. Moi, je vois que leur tourne. C'est dommage parce que même sur les manuscrits, c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire, à écouter la conférence, et du coup à venir nous voir même aux Augustes le 27, parce qu'aussi on parlait de papier rare, on parlait de l'importance on n'a pas parlé, mais l'importance de la mémorisation, et du coup la technique pour que les gens soient le plus à même de mémoriser, c'est finalement la versification. Du coup, un code civil d'Alloz, par exemple, on va le versifier. On va le transformer en poème. Il n'y a rien de poétique dans le code civil d'Alloz, mais finalement, pour mémoriser le code civil, on le versifie en gros.
tu m'arrêtes si je dis des bêtises, c'est ce que j'ai entendu pendant cette conférence-là. Oui. C'est l'essence de la culture islamique finalement. Ouais. Quand on veut assimiler le Coran, on Ouais. assimile les versets un à un. Effectivement. Le Coran finalement, c'est aussi une grosse encyclopédie vivante Tout qui à fait. parle de finalement tout ce qui est en rapport avec la vie de l'être humain, du croyant. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur la situation aujourd'hui? Raymond, tu voulais dire sur les manuscrits, c'était intéressant comme on en parlait hors antenne. Le fait juste, parce qu'on parle là de restauration des manuscrits, comme si finalement aussi les Tombouctiens n'étaient pas avaient besoin de l'aide extérieure pour pouvoir sauvegarder ces manuscrits, alors que finalement quand même ça s'ancre dans une sorte de tradition de préservation des manuscrits. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Raymond, parce qu'on en parlait tout à l'heure hors antenne. Je voulais demander à Oumar, avant la guerre, pendant la guerre, qu'il y a eu des événements qu'il y a eu au Mali, est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises pour préserver les manuscrits? Parce que à la télé, on a vu par ici des gens détruire, brûler, etc. Qu'en est-il réellement? Ben, il y a eu des dégâts, forcément, mais le plus dur a été conservé. Justement, avant la guerre, il y avait des efforts qui avaient été faits pour notamment numériser ces manuscrits. Ces efforts ont permis de sauvegarder les manuscrits qui ont été numérisés. Comme je le disais, c'est un patrimoine familial, donc tous les manuscrits qui sont dans les familles, on n'y a pas touché parce qu'on ne connaît pas l'existence de ces manuscrits. Pour la personne lambda qui est arrivée, notamment les terroristes d'Al-Qaïda ou d'Ansardine, qui se revendiquent être musulmans, qui viennent finalement s'attaquer au cœur de la religion musulmane dans ce pays. Parce que ce qui paraît toujours absurde. C'est l'absurdité dans Oui. l'absurdité, parce que pour moi, quand on veut enseigner à quelqu'un quelque chose, il faut d'abord écouter ce que la personne sait de ce qu'on veut lui enseigner. Si tu viens avec la force m'imposer quelque chose que je connais et probablement que je maîtrise mieux que toi, tu es complètement dans le ridicule. Ouais. Mais comme le ridicule ne tue pas quand c'est la loi des armes, on a été obligé de le faire avec. Ouais. Ça, c'est un point important parce que il ne faut pas se dire que les terroristes, les extrémistes, j'aime pas le mot islamiste, parce que étymologiquement, islam, ça veut dire paix. Islamiste, c'est quelqu'un qui est extrémiste dans la paix. Donc, on ne va pas me faire croire qu'un terroriste est un islamiste. Oui, c'est pas vrai, oui, effectivement. Dans la logique, c'est un mot qui a été malheureusement déformé, qui est couramment utilisé, on est obligé de faire avec. Mais l'islam, ça veut dire paix. C'est la religion de paix. Si tu veux apprendre à quelqu'un l'islam, c'est jamais par la force. Le prophète, en son temps, pendant toute sa prophétie, la première valeur qu'il nous a inculquée, on ne peut pas te forcer parce qu'on est en train de parler avec la croyance. Quand on touche le domaine de la croyance, c'est du spirituel, c'est pas la force. Nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion. Donc, celui qui a compris ça, finalement, comprend tout de suite l'absurdité de tous ces actes qu'on appelle terroristes ou des gens qui veulent soi-disant instaurer la charia sans connaître la charia. Mais qu'en est-il excuse-moi de te couper parce que je vois vraiment l'heure qui tourne et je suis vraiment le premier attristé. Hein. Ouais. Mais qu'en est-il du coup, pour essayer de clôturer cette émission, de la situation aujourd'hui? Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui à Tombouctou, à Gao, des tribunaux où on a eu ces images où on coupe les mains, tu sais, tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui on a encore ça à Tombouctou, à Gao? Malheureusement, il y a eu ces tribunaux. À ma connaissance, il n'y en a plus. D'accord. Espérons qu'il n'y en aura plus. Ouais. La paix est en train de s'installer progressivement avec la signature des accords, sauf qu'on est en train de signer avec des gens qui ont amené indirectement ce problème. Parce que la crise qu'il y a eu au Mali, il faut surtout garder à l'esprit que c'était une crise multidimensionnelle. À la fois, il y a eu le coup d'État à Bamako, donc le pouvoir central a été bafoué. Il y a eu la hiérarchie qui a été bouleversée dans l'armée. Les soldats, ils étaient sur le terrain, mais sans commandement. Ils faisaient avec les moyens de bord. En même temps,
il y a eu le mouvement politique qu'on appelle MNLA qui revendique finalement l'Azawad, qui n'est qu'un petit territoire de rien du tout, qui revendique l'Azawad comme étant les 3 régions du nord du Mali, qui sont à côté de la plaque, qui se sont malheureusement alliés, je le dis bien, à AQMI en Sardine, pour essayer de chasser l'État malien de ce territoire. C'est ce qui a entraîné tout ce qui est arrivé là. S'ils n'étaient pas alliés à ces gens-là n'avaient aucun pouvoir de venir. C'est eux qui les ont dit, aidons-nous ensemble, faisons d'abord disparaître l'État malien sur ce territoire, ensuite on verra ce qui va arriver. À la fin, finalement, quand l'État malien n'était plus, c'est ces gens-là qu'on a fini par chasser en premier. Les gens, les extrémistes qui étaient en position de force, ils ont essayé d'imposer leur loi, avec les conséquences qu'on sait tous. Je ne veux pas insister sur ces points-là. Le point clé qui est important, c'est finalement, on peut s'attaquer à l'homme, mais on ne peut pas s'attaquer au patrimoine. On ne peut pas s'attaquer à l'esprit. L'esprit du Malien, il y reste intact. Le patriotisme des gens du Nord comme du Sud reste intact. Le Mali restera un et indivisible. Tombouctou fera toujours la fierté de tout Malien. Nous, en Auvergne, dans le cadre associatif, on essaie de promouvoir ce point important de notre culture. Avec l'association dont je suis président. Avec l'association dont je suis président. C'est pas parce que je suis originaire de Tombouctou, loin de là. C'est surtout parce que Tombouctou, c'est un patrimoine culturel qu'on ne mesure pas à sa juste valeur dans le monde. Et c'est une vitrine culturelle de notre pays, le Mali. On en rediscutera probablement après, le 27. J'espère, et de toute façon, j'espère que cette frustration va du coup générer un afflux massif le 27 novembre prochain, effectivement, au Café des Augustes, où donc vous aurez l'occasion de retrouver Omar. Pierre, toi, tu seras à Abidjan, c'est ça? Bon, voilà. Tu seras bien là-bas aussi. Mais tu seras tout cœur avec nous, je pense. Ouais, je réécouterai le podcast. Enfin, non, mais là, du coup, non, c'est. Non, là, il n'y aura pas de podcast. Ouais, pour le grain, j'écouterai le podcast, mais ouais, là, malheureusement, je pourrais pas être là. Tu pourras pas être là. Raymond sera présent, Maxime sera présent. On reviendra sur tout ce qu'on a vu là ce soir. J'espère que vous viendrez aussi avec vos questions, vos interrogations. Du coup, le but du grain, c'est de discuter. J'espère que vous avez appris des choses ce soir, mais surtout que vous aurez envie surtout de vous documenter, envie d'aller lire des bouquins, envie d'aller voir de vous-même Tombouctou. Ah oui, ça c'est une phrase qu'on répète tout le temps. Tombouctou ne se raconte pas, il se vit. Malheureusement, avec la crise, c'est encore un peu délicat. C'est toujours sur une liste rouge par rapport à la France. Mais dès que ça quittera la liste rouge, je vous invite à y faire un tour pour découvrir de vous-même ce que vous y trouvez. Allez boire le thé à Tombouctou avec entre autres, avec la bonne viande, avec les manuscrits qui sont à côté. Idéalement, actuellement dans les bibliothèques, il y a des traductions en français quand même de quelques morceaux, de quelques parties des manuscrits qui peuvent être visités aussi. D'accord. De toute façon, on se revoit du coup le 27. D'ici là, il y a la semaine de la solidarité internationale. On est vraiment au cœur du sujet. Du 14 au 22 novembre. Du 16 au 19 novembre, vous pourrez trouver à l'ex-CRDP trois expositions pédagogiques autour de la souveraineté alimentaire et des agricultures familiales. À la maison de l'Oradou, vous aurez deux expos, Vaincre la faim au Sahel et Mille et Sorgho, réalisés par la CIM, dont on parlait il y a 2 semaines. Nous aurons le mardi 17 une conférence débat co-développement et ou migration, donc en partenariat avec le festival Migrants Seine. Le mercredi, toujours l'ex-CRDP, l'exposition Risque majeur, réalisée et animée par les élèves du collège Albert Camus, donc le club UNESCO. Le mercredi au lycée Sidoine Apollinaire, projection débat alimentaire. Donc là, on est sur le festival alimentaire. Le mercredi, je vous invite là, personnellement, du coup, au Volcan de 16h-18h pour une rencontre échange avec Mohamed Taleb sur le sujet de l'écologie vue du Sud. Et le soir à 20h30 aux Augustes,
une conférence débat intitulée Écologie, spiritualité, mémoire culturelle, de nouveaux défis pour la solidarité internationale. On est encore une fois au cœur du sujet avec ce dont on vient de parler ce soir, le mercredi 18. En même temps, à la salle Conchon, une projection débat alimentaire encore avec deux films. Et le jeudi 19, avec notre ami Raymond, l'association Survie, à la Maison de l'Oreille.